Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle série de Midi Numérique, aujourd'hui sur le thème de accompagner le changement. Nous sommes en mode webinaire, mais vous pouvez monter sur scène et éventuellement prendre la parole et surtout n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet chat. On y répondra au fur et à mesure, ou en tout cas au petit temps prévu à cet effet. Et puis vous indiquez que cette session est enregistrée. Vous pourrez voir le replay directement sur le lien d'inscription et en quelques jours de différé sur notre chaîne YouTube. Nous sommes aujourd'hui avec Claire Booth de FAR 83 qui va porter son témoignage sur la conduite du changement. Marie-Aude Mathieu Médigas-Smith s'excuse, n'ont pas pu être là. Nadège Vanest est également avec nous, et moi-même, pour vous accompagner tout au long de cette session. Cette session qui s'inscrit donc dans la série désormais célèbre des Midis numériques, où pour finir la saison, aller jusqu'à la trêve estivale, on vous propose tous les mardis de midi à midi 20 un petit temps d'information sur des sujets ayant trait au numérique dans le secteur. Aujourd'hui, donc, on finit quelque part la boucle sur le dossier de l'usager et la gestion du changement. La semaine prochaine et pendant 3 sessions, on va parler de RGPD. Pourquoi est-ce qu'il est obligatoire un délégué à la protection des données? Qu'est-ce qu'on doit faire dans le registre de traitement et côté information usagée? Et puis, un petit focus sur l'analyse d'impact. Ensuite, on passe à nouveau sur de la gouvernance des systèmes d'information, voir un petit focus sur comment accompagner les contrats de prestations de services divers et variés, qui fait un lien avec l'offre du grade des services qui vous sont proposés, dédiés au médico-social. Et un focus la semaine suivante sur une des offres du grade qui est le réseau PEPS pour vous permettre de bénéficier de services de communication. Et on finira sur 2 sessions autour de la cybersécurité et des sujets autour de la télémédecine pour finir l'année en beauté. Donc je vais te laisser la parole, Nadège, pour introduire le sujet. Oui, on va essayer d'introduire très rapidement un peu le sujet, puis on va surtout laisser Claire témoigner. Ce sera, je pense, plus intéressant. Donc, on voulait simplement rappeler que dans tout projet d'informatisation, notamment, mais on connaît la résistance au changement. On a l'habitude, enfin, on rencontre tous cette résistance naturelle. Et donc rappeler que voilà, ça c'est naturel et il faut le prendre en compte, hein, dans nos projets. Mais effectivement sur le sujet du numérique, souvent on a des réticences qui sont de l'ordre de: «Ça ne marchera jamais parce qu'on ne se sent pas prêt, parce que c'est du numérique, c'est de l'informatique, on n'est pas spécialement à l'aise avec l'outil». Il y a la question du sens, à quoi ça sert d'informatiser? On fonctionne très bien aujourd'hui comme ça, ou le «c'était mieux avant», le classique «c'était mieux avant» qu'on a toujours, puisque à tout changement, on a une phase où on a un investissement plus important à faire et forcément, on ne voit pas toujours le gain que peut apporter le projet. Ce qu'on voulait, surtout, ce qu'on voulait aussi partager avec vous, c'est la notion des acteurs et des rôles. Donc, on va pas développer complètement ce schéma, mais simplement, c'était juste pour, expliquer ou présenter les différents acteurs qui sont de manière classique la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. On a l'habitude de ces termes de plus en plus maintenant. La maîtrise d'ouvrage, c'est le métier, c'est la personne, c'est les ressources qui, définissent, le quoi, les besoins. La maîtrise d'œuvre, c'est le quoi, donc ça peut être votre éditeur et c'est là qu'est positionné l'éditeur sur le quoi, sur l'outil, mais c'est pas lui qui décide, enfin, il est sur le comment et le quoi, ça reste vous, hein, le métier qui en a la responsabilité. Et puis, bah, la DSI souvent, elle est un peu l'interface, hein, de ces 2. Elle peut faire un peu de comment et puis elle est en support de la maîtrise d'ouvrage.
Et puis voilà, une nouvelle dimension qu'on voit de plus en plus apparaître, la maîtrise d'usage. Et là, on est vraiment sur la notion d'accompagner les usages et d'accompagner le changement. Et on voit que voilà, ça se mobilise à toutes les phases du projet, dès le début jusqu'à la fin. On va pas simplement, accompagner au moment de la formation et de la mise en œuvre, hein. C'est dès le début qu'on doit mobiliser, communiquer et impliquer et mobiliser cette démarche d'accompagnement au changement. Voilà, donc voilà, un petit focus sur les bonnes recommandations, les bonnes pratiques que nous propose l'ANAP, d'anticiper les changements de pratiques, donc évaluer la maturité des utilisateurs et puis donc du coup, mettre en place un dispositif de conduite du changement avec de la communication, enfin vraiment planifier en fait, ce dispositif, communiquer, former et suivre le plan de conduite du changement proposé. Voilà un peu les éléments qu'on voulait donner en introduction, puis on va laisser, Claire, témoigner en tout cas de comment elle a pu, accompagner, le changement, à l'occasion du déploiement du DU. Je te laisse la parole Claire. Merci. Alors, je vais reprendre un petit peu dans l'histoire. Alors, le développement du DEI sur nos établissements est relativement récent. Il date de 2018. Donc, vous voyez, ce n'est pas très, très vieux. Par contre, en reprenant et en m'appuyant sur ce que vient de citer Nadège, finalement, au niveau du DEI, il y a, pour limiter la résistance au changement, on va actionner 4 verbes qui seront les verbes principaux et qui vont apparaître durant toute la phase projet et même après. C'est-à-dire que ces 4 verbes, ils sont incontournables. Il va falloir négocier parce qu'on va modifier certaines pratiques. Donc, il va falloir accompagner les équipes et négocier entre ce qu'ils faisaient sur le terrain et ce que peut faire le logiciel. Il va falloir informer, et ça, informer, c'est dans tous les sens et c'est en permanence. Donc, choisir des canaux d'information. Il va falloir faciliter les usages, c'est-à-dire que plus on est réactif et plus on permettra l'appropriation du logiciel, plus ça sera facile. Et puis, il va falloir inciter tout le monde à participer. C'est-à-dire qu'un logiciel, il nous est plus ou moins imposé, mais on peut paramétrer, on peut choisir des formes de déploiement. Et donc, ça veut dire que tous les acteurs vont participer à cette mise en place. Donc ça, c'est les 4 grands axes qu'on a retenus dans le développement, la mise en place du dossier informatisé. Donc, on est parti au départ sur un déploiement interassociatif. Donc, notre particularité, ça a été au départ, on devait développer le logiciel avec 3 associations, qui étaient l'association Présence, l'association Arteai et l'association des Hauts de l'Arc. Finalement, on devait fusionner ces 3 associations, mais ça ne s'est pas fait. Seuls Arteai et Présence ont fusionné pour devenir phare 83. Et comme nous avions développé le logiciel avec ces 3 associations, on a gardé et on est resté avec les Hauts de l'Arc, c'est-à-dire qu'on a démarré le projet ensemble et on continue au fur et à mesure à avancer. Donc, on peut tout à fait imaginer un logiciel qui soit interassociatif, ce qui peut aussi devenir intéressant puisque ça permet d'inscrire les usagers dans une logique de parcours, ça permet de développer les échanges au niveau des pratiques, au niveau des astuces, etc., etc. Donc ça, c'est un côté qui était relativement intéressant, d'autant qu'on est des associations qui sont avec le même type d'accompagnement, le même type de population et dans nos idéaux, nous sommes sur les mêmes valeurs. Donc ça nous a bien appuyé. Donc si je reprends sur les objectifs que nous avions définis, qui ont été des objectifs communs lors du développement, c'était il fallait qu'Ogéris, puisque c'est le logiciel que nous avons choisi, soit au service de l'usager, mais aussi des professionnels. Il fallait que le logiciel soit également un outil collaboratif et il fallait
il y ait plusieurs fonctionnalités, c'est-à-dire que tous les types d'interlocuteurs pouvaient renseigner le dossier de l'usager en fonction de leurs compétences et des usages qu'ils avaient à en faire. Et puis, la finalité aussi, c'était de piloter l'activité à travers ce logiciel. Donc, on a défini des axes de déploiement, c'est-à-dire qu'on a travaillé sur 3 grands axes. Déjà, faire que Ogirris soit la solution informatique seule et unique, c'est-à-dire que disparaissaient d'autres outils qui étaient mis en place. On imposait Ogirris à toutes les structures. Il fallait aussi que Ogirris soit utilisé par tous les professionnels, non négociable, et il fallait que ce déploiement s'inscrive dans le temps, c'est-à-dire qu'il s'agissait de développer un logiciel et son utilisation pour une durée qu'on imagine relativement longue. Donc, c'est ça qui a défini nos objectifs de travail. Et après, on est passé sur le lancement de projet. Donc, je ne vais pas redétailler ce que j'ai noté sur la slide. Donc, on a démarré en 2018. On a commencé à travailler avec Socianova pour voir comment on allait s'organiser et comment on allait déployer. Donc, c'est vrai qu'on s'est appuyé sur les conseils de l'éditeur logiciel qui a une expérience. Donc, fort de son expérience et de ce qu'on pouvait avoir lu à droite et à gauche, on s'est vraiment appuyé sur lui. Après, une fois qu'on a commencé toute la phase de préparation, on a commencé à lancer le déploiement. Donc, on a fait découvrir l'outil. On a vu aussi que tout de suite, il y avait des pratiques qu'il allait falloir réadapter. On a mis en place un copil pour réfléchir à ces adaptations. Et puis après, décembre 2019, on lance la grosse machine et c'est parti. On impose l'utilisation de l'outil. Donc, dans les méthodologies qu'on a utilisées, c'est les méthodologies classiques. On fixe pour chacun des objectifs à atteindre. Donc, on a fixé des objectifs à atteindre qui étaient différents en fonction des professions et en fonction des structures. On a mis en place un certain nombre d'actions en fonction des objectifs et on a repéré aussi les besoins qui étaient les plus importants auxquels répondre. Alors, quand je parle de besoins, ça peut être telle structure a besoin qu'on les aide à mettre en place la gestion des présences. Donc, on va déployer auprès de cette structure tout un accompagnement pour répondre à ce premier besoin. Et puis, au fur et à mesure, on est monté comme ça graduellement. C'est-à-dire que le choix qu'on a fait, c'est de développer l'outil, non pas de façon uniforme entre les différentes structures, mais en fonction de chaque structure, de ses particularités et de ses besoins. Même chose, on a développé l'outil aussi en fonction de chaque particularité professionnelle, c'est-à-dire qu'on a mis en place des outils qui correspondaient à chaque grand corps de métier, de façon à ce qu'il y ait une mayonnaise qui prenne en fin de compte et qu'on arrive à faire adhérer à l'outil, que chacun trouve ses billes dès le départ et qu'il puisse avancer. Donc, effectivement, tout à l'heure, j'ai insisté sur le fait que de se faire accompagner par l'éditeur, ce n'est pas négligeable. En partant du principe qu'ils ont quand même une expérience, ils savent ce qui marche pas, et ils savent aussi nous aider dans certains choix, quitte à revenir sur certains choix, mais au moins pouvoir ne pas être tout seul, parce que c'est vrai que se lancer dans un projet comme ça, quand on ne sait pas bien comment ça va marcher, quand on ne sait pas toujours être très clair dans nos objectifs, qu'on ne sait pas tous les écueils que l'on va avoir, finalement, s'appuyer sur l'expérience des autres, c'est pas mal, ça simplifie. Donc, le point qui pour moi était le plus important, c'était que dans ce projet, on est partout, puisqu'on était 3 associations, mais que toutes les directions générales portent le projet, l'appuient, le soutiennent, donnent les moyens. Si la direction générale n'est pas impliquée et n'impulse pas ce projet, je pense que ça doit être très difficile de faire fonctionner. Après, il y a la confiance qu'on va mettre dans l'éditeur du logiciel. Bon, on peut partir du principe que si on l'a choisi, c'est qu'il nous convient. Ça serait un principe de base. On va utiliser aussi les compétences du DPO parce qu'on va toucher à des données,
on va devoir réfléchir à du paramétrage de sécurité. Donc, le paramétrage de sécurité, après tout, on a des DPO, ça va bien nous être utile à réfléchir les choses. On a aussi un autre acteur qui est important, ça va être le chef de projet, parce que le chef de projet, c'est celui qui va impulser, qui va lancer le dynamisme, qui va utiliser les compétences des uns et des autres. En fin de compte, c'est la personne où il ne faut pas se louper quand on va chercher à l'identifier. Il faut que ce soit un être humain, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit une personne à qui on puisse s'adresser et qui soit facile. D'abord, parce que sinon, on va perdre finalement beaucoup de choses et on va perdre en richesse finalement si on n'identifie pas la personne. Il faut aussi un copil. Le copil, c'est ce qui va aider à réfléchir un certain nombre de paramétrages, qui va prendre des décisions. Et puis après, on va associer les cadres des structures. Donc, nous avions choisi d'associer les directeurs des structures, mais aussi les cadres intermédiaires, chefs de service. Nous avons fait le choix de former 2 personnes en interne. Donc, c'est des formateurs formés par Socianova, certifiés, donc qui ont eu une formation ça devait être d'une petite semaine. Et le fait d'avoir des formateurs internes, ça va nous permettre de déployer comme on le souhaite. Donc, par exemple, le fait d'avoir un formateur interne, ça nous a permis de faire des formations en direction des veilleurs de nuit et de faire ces formations sur des horaires de nuit, ce qui nous aurait été certainement très difficile à mettre en place s'il avait fallu avoir recours à une société de formation. Donc, ça nous donne de la souplesse, ça nous donne de l'accessibilité. Ça, ce n'est pas négligeable et c'est une économie à ne pas faire. Enfin, il faut former les gens. Enfin, il faut former en interne. Et puis, on a aussi un service informatique. Donc là, il faut absolument associer l'informaticien de nos structures, parce que avoir un logiciel numérique, un logiciel qui se connecte, donc nous, on est en mode SaaS, si on n'a pas d'ordinateur qui fonctionne, si on n'a pas de liaison Internet, si on n'a pas travaillé tous ces chantiers-là avant, je ne vois pas à quoi ça sert, ça ne pourra pas fonctionner. Donc, il faut absolument associer le service informatique. Et puis, nous avons fait le choix de mettre en place des référents, c'est-à-dire que dans chaque structure, on a formé de façon un peu plus intensive 1 ou 2 professionnels qui, à leur tour, étaient chargés d'accompagner leurs collègues de travail à l'utilisation de l'outil. Le fait de former des référents, ça permettait de réduire la distance entre chefs de projet, formateurs et les structures. Ça permettait aussi d'avoir des retours d'expérience. Ça permettait de montrer que c'était possible à utiliser, que ce n'était pas si compliqué que ça, parce que si mon collègue référent peut se servir de l'outil, je ne vois pas pourquoi j'y arriverai pas. Donc, ça a pas mal aidé à faire prendre sur les structures, à faire prendre la mayonnaise. Donc ça, c'était tous les acteurs que nous avons utilisés. Donc tout à l'heure, j'insistais sur le fait que le chef de projet est un élément clé et incontournable. Donc au niveau du chef de projet, il a été choisi de ne pas forcément prendre quelqu'un qui maîtrise l'informatique. Donc c'est moi qui suis la chef de projet. De base, je ne suis pas du tout... Bon, on le comprend tout de suite, en voyant mon âge, je ne suis pas née à l'ère de l'informatique, je n'ai pas une maîtrise super géniale de l'informatique, mais par contre, j'ai une bonne connaissance du secteur. Effectivement, les outils m'intéressent et j'ai bien conscience que de mettre en place le dossier informatisé, c'est un moyen et ce n'est pas un objectif. C'est-à-dire que c'est utiliser un moyen pour que les professionnels ne perdent plus de temps à chercher des informations, à regrouper les informations, à échanger entre eux des informations et qu'ils sont plutôt là pour accompagner les usagers et non pas faire des tonnes de choses administratives pour lesquelles ils ne sont pas forcément formés et qui de toute manière ne vont pas forcément les intéresser. Donc,
c'est bien avoir conscience de ça et pouvoir être, en tant que chef de projet, être en capacité de s'adresser à n'importe quel interlocuteur, de connaître au minimum son métier et son quotidien pour pouvoir ajuster la formation, mais aussi le logiciel aux pratiques de terrain. La mission de chef de projet, elle ne s'arrête pas, à mon avis, elle continuera au fur et à mesure en évoluant. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a déployé le logiciel, on va avoir d'autres missions qui vont se rajouter. Par exemple, on lance maintenant l'ouverture avec l'intégration des outils socles du numérique en santé. Donc, ça veut dire que ça aussi, c'est un petit projet dans le grand projet de la mise en place du logiciel. Et puis, de toute manière, les logiciels évoluent. Donc, il va falloir, au fur et à mesure des évolutions, soutenir les équipes pour s'approprier ces évolutions. Il va falloir aussi continuer à former parce que nos établissements, on l'a tous connu, pas que pendant la période Covid, mais qui a bien aggravé les choses. On a un nombre de professionnels qui tournent sur les structures. Donc, ça veut dire qu'il va falloir former en permanence de façon à ce qu'il n'y ait jamais de perte d'information, que tout remplaçant devra utiliser le logiciel, même si on essaye de mobiliser les établissements de formation en leur disant « donnez des bases à vos élèves, éducateurs, AMP et infirmiers, etc. Donnez-leur des bases du numérique pour que quand ils arrivent dans les établissements, ils puissent utiliser les outils qu'on va mettre à leur disposition. » Bon, ça, c'est pas encore tout à fait gagné. Je pense que là, il y a encore un grand chantier à développer et qu'il y a matière à faire évoluer les choses. Donc, tout ça, c'est les missions du chef de projet. On ne se trompe pas quand on le choisit. On essaye de le garder le plus longtemps possible et de le soutenir le plus longtemps possible. Ça va être la mission des directions générales. On choisit aussi des administrateurs, c'est-à-dire qu'on va donner à certains professionnels, donc des professionnels de terrain, nous c'est le choix qu'on avait fait, qui vont administrer le logiciel. Administrer, ça veut dire qu'on va paramétrer en fonction de ce que l'on attend et de ce qu'il est possible de faire. Donc là, les administrateurs vont paramétrer en lien avec le copil. Donc, il faut des personnes qui soient aussi de terrain, qui soient un petit peu passionnées d'informatique, qui soient toujours en lien entre le terrain, l'éditeur du logiciel et l'informaticien. Donc, les administrateurs, c'est important de les mobiliser. Ce n'est pas la peine d'en prendre 36 000. Il faut quand même qu'il y ait toujours un administrateur qui soit disponible de façon à pouvoir réinitialiser un compte, puisque l'accès au DUI, ça se fait avec un identifiant, un mot de passe. Les grandes aventures du début de la mise en place du logiciel, c'est je ne me rappelle plus mon identifiant, je ne me rappelle plus mon mot de passe, il faut me réinitialiser. Donc là, au début, les administrateurs, on est très réinitialisateurs et reflecteurs de mots de passe. Bon, après, ça évolue et après, on nous demande des choses de plus en plus complexes. Et plus c'est complexe, plus ça veut dire que derrière, les professionnels commencent à maîtriser l'outil, voient ce qu'il serait possible de faire. Et donc là, ça veut dire, c'est un bon indicateur pour se dire, la mayonnaise a pris, c'est bon, on est bien lancé et on va pouvoir continuer à avancer. La mission des formateurs internes, donc nous avons fait le choix de prendre 2 formateurs internes, c'est de former. Alors, le fait de former en ayant, nous avons fait le choix d'acheter 10 ordinateurs de formation, donc ils ne servent qu'aux formations aux juristes. Donc, ces 10 ordinateurs sont des ordinateurs portables qu'on trimballe d'une structure à l'autre, puisqu'on met en place les formations sur les structures, c'est-à-dire dans le lieu de travail des salariés. Ils n'ont pas les problèmes de déplacement, etc. C'est nous qui nous posons le problème du déplacement et de la connexion Internet. Donc, on se déplace dans chaque structure, on forme. Alors, on peut former soit sur des thèmes, c'est-à-dire que, par exemple, on décide, dans telle structure, il va falloir former tout le monde au projet personnalisé. Donc, on y va, on crée un groupe de 10 personnes. Généralement, on utilise les 2 formateurs en même temps, c'est-à-dire que le fait d'être 2, il y en a un qui va expliquer et un autre qui va pouvoir aider ceux qui sont en difficulté.
parce que je crois que rien de plus frustrant que de voir que le collègue, il arrive à trouver où il faut cliquer, où il faut aller, dans quelle fenêtre ça s'ouvre, alors que nous, on est bloqué et qu'on ne comprend pas ce dont il s'agit. Donc, le fait d'être à deux, ça permet de soutenir ceux qui pourraient être plus en difficulté. Et puis, ça permet aussi de donner des explications qui sont différentes, d'avoir des images ou des expériences différentes et donc d'enrichir la formation. Donc, ça, c'est les formations qu'on va faire sur site. Mais on a aussi découvert que c'était intéressant de faire des formations par corps de métier. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait imaginer d'utiliser les formations à l'utilisation du logiciel pour faire se rencontrer des personnes qui ne se voient jamais. Tout à l'heure, j'ai parlé des formations veilleurs de nuit. Il est évident que les veilleurs de nuit ne rencontrent pas leurs collègues veilleurs de nuit sur d'autres structures. Le fait de les avoir réunis pour une formation commune leur a permis d'échanger, même au-delà du logiciel, et donc de se rencontrer et de créer du lien, ce qui fait que la nuit, quand ils sont en difficulté sur le logiciel, ils savent qu'ils peuvent appeler tel ou tel veilleur pour les aider, puisqu'ils n'ont pas grand monde à pouvoir contacter dans la journée. La mise en place des référents sur chaque structure, tout à l'heure je disais qu'il y avait un référent par structure, permet de soutenir l'accompagnement. Grande difficulté que nous avons eue, c'est que les référents que nous avions positionnés au début du développement, ils sont tous partis, ou quasiment, ou ils ont changé de structure, changé d'association, ils ont quitté le secteur. Donc, ça veut dire que des référents, il va falloir à peu près tous les 2 ou 3 ans refaire une reformation des référents, renommer des référents. Voilà. Donc ça, c'est vrai qu'on ne l'avait pas imaginé. On pensait que ça allait être plus pérenne, mais la réalité et le quotidien nous a montré que non, c'est pas si simple que ça. Donc là, on en est à la phase de reformer des personnes référentes et ils prennent le projet en cours de route et ils vont continuer la mission qui a été mise en place par leurs collègues précédents. Claire, on déborde un petit peu. Est-ce qu'il y a des... Déjà Ah oui, si, on a bien débordé. Mais voilà, sur les différents, est-ce qu'il y a un focus que tu souhaites plus particulièrement par rapport aux autres contenus? Parce qu'on n'a pas le temps de tout voir. Qu'est-ce que tu voudrais... Alors, en urgence, je dirais, le plus important, c'est d'informer et de donner de la communication. La communication, nous, on l'a beaucoup utilisée avec des bulletins d'information, des modes d'emploi, des formations mises en place. On est hyper disponible, c'est indispensable. Ce côté-là de soutien et de présence et de disponibilité hyper rapide, voilà, il faut s'appuyer là-dessus pour que la mayonnaise prenne. Sinon, je pense que ça sera plus compliqué à mettre en place. Et là, ce qui est nouveau, c'est qu'au niveau de phare 83, nous avons mis en place tous les mercredis, nous avons un webinaire qui dure 3/4 d'heure et qui explique un des modules d'utilisation du logiciel. L'idée, c'est de pouvoir permettre à chacun de découvrir dans son coin les utilisations du logiciel. Donc, si je voulais insister, chef de projet, on ne se trompe pas, on met bien en place différents outils, on évalue au fur et à mesure et surtout, on s'arrange pour l'équipe soit disponible, en proximité, réactive. Et avec tout ça, franchement, ça ne peut que marcher. Et si vous avez des difficultés, si vous voulez poser des questions sur la façon dont on a mis les choses en place, vous n'hésitez pas, vous nous contactez au niveau de phare 83 et on sera très heureux de vous partager notre expérience. Et je suis une nouvelle fois frustrée puisque... Mais il faut 1 heure à Claire, il y a 20 minutes, un format qui ne te convient pas. Voilà, ça ne me convient pas, c'est trop rapide. Mais Marc complète aussi, qui te remercie, mais elle dit également qu'il ne faut pas hésiter aussi à dépister les plus en difficulté. Voilà, et attention handicap qu'on n'a pas vu, un problème d'acuité visuelle. Voilà. Et puis, effectivement, l'autre point, dédramatiser la problématique de l'orthographe, on fait tous des fautes.
C'est ça. Effectivement, sur la question des écrits pro, ça peut parfois être un point de blocage. Merci Marc. Et puis, se rappeler que dans nos professionnels, on a aussi des personnes qui sont illettrées et qu'on ne s'en est pas aperçu jusqu'à maintenant parce qu'ils ont toujours bien pu ruser pour que ça ne se voit pas. Et quand vous les avez en formation, c'est vraiment très compliqué. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'être deux formateurs parce que ça évite de stigmatiser une personne et ça lui permet de voir qu'elle fait partie d'un collectif, même si pour elle c'est plus difficile. On mettra d'autres actions en place, mais elle arrivera à utiliser le logiciel et ça c'est notre objectif d'accompagnement parce que tout ça c'est pour l'usager et c'est pour faire que son accompagnement soit le plus performant et le plus sécure possible. Et ça c'est notre objectif. Le logiciel c'est qu'un moyen. Le but c'est pas d'utiliser le logiciel, hein. C'est qu'il nous aide. C'est surtout ça. Voilà, donc juste revenir sur les messages clés, hein, donner du sens, présenter l'incible, identifier les gains, positiver effectivement et donner du sens à l'outil. Accompagner en proximité, c'est ce sur quoi tu as bien insisté, Claire, en termes d'organisation, de modalité. Bien identifier les acteurs, chacun son rôle. Et puis communiquer, déployer un plan de communication à toutes les étapes du projet. C'est un peu les messages clés qu'on avait envie de vous faire passer aujourd'hui. Voilà. On n'a pas avoir beaucoup le temps d'échanger. Philippe, je te laisse conclure. Merci beaucoup Claire en tout cas. Je sais, c'est de ma faute. La passion qui transpirait ton discours et c'était très intéressant. On te remercie à nouveau de cette contribution et on est impatient de t'associer à nouveau à ces travaux du collectif. Qui se poursuivent la semaine prochaine avec à midi, donc je vous disais tout à l'heure, un petit cycle sur 3 semaines. Et la semaine prochaine, on va définir pourquoi il faut nommer un délégué à la protection des données. On se propose également, en marge des midis numériques, de vous accompagner autour de votre réflexion sur le plan ESMS numérique et les financements SONS, avec un premier jour de rendez-vous le 13 à 14h pour ceux qui sont plutôt dans une dynamique de mettre à jour, donc c'est la combinaison ESMS numérique SONS, et à 15h, ceux qui sont plutôt dans une dynamique de remplacer ou d'acquérir leur dossier de l'usager, 14h et 15h. Et puis, toutes les semaines qui suivent, un petit programme. On a publié la news sur le profil LinkedIn du collectif. N'hésitez pas à ce sujet à vous inscrire via ce petit formulaire. On revient vers vous pour vous aider un petit peu plus encore à dépatouiller toute cette démarche. Et des mails de contact si vous avez des questions précises. Voilà ce que je voulais vous dire, je pense, pour conclure, en remerciant à nouveau Claire pour son dynamisme, sa passion qui a transpiré à travers ce témoignage. Merci Nadège d'avoir préparé cette session. Et on vous dit à la semaine prochaine. Merci, au revoir à tous. Au revoir.